Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 12 août 2025 et notre ami Larry Wilkerson est de retour avec nous. Bienvenue Larry. Heureux d'être avec vous, Nema. On rigole un peu parce qu'on porte des chemises Aloha. Oui, magnifique. Oui. Ça ressemble plus à un style brésilien que tu as là. Est-ce une sorte de compliment brésilien pour Aloha? Oui, c'est d'une certaine manière un style brésilien. J'ai mes guayabera cubaines, mais elles sont noires ou pâles ou... Vous savez, la plupart sont de couleur unie. Il en existe quelques-unes avec motifs, mais pas beaucoup. Oui, ça a à voir avec... Ricardo Alarcón m'a dit une fois que ça servait à réfléchir la lumière du soleil et à rester frais, parce qu'ils utilisent les guayaberas comme tenue formelle. Larry, commençons. Nous avons beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Je pense que nos émissions sont plus sérieuses que ce qui se passe. Permettez-moi de commencer, Larry, avec ce que Lindsey Graham a dit au sujet de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je conseillerais au président Trump: ne faites pas ce que Biden et Obama ont fait. Soyez clair avec Poutine. Vous n'êtes pas là pour humilier la Russie, vous êtes là pour mettre fin à la guerre. Il y aura des échanges de territoires. L'Ukraine ne peut pas expulser tous les soldats russes. Et la Russie ne prendra pas Kiev. Il est temps que cette guerre se termine honorablement et justement. Et un gars comme moi peut aider aussi. Je créerai des sanctions pré-invasion qui écraseront la Russie en cas de troisième invasion. Tout cela empêcherait une troisième invasion. Cela mettrait fin à la guerre honorablement et justement. Eh bien, au moins, Nema, il compte 3 invasions. Moi, j'en compte 2 pour l'Ukraine et une pour la Russie. Bon Dieu, Lindsey Graham peut passer de gauche à droite, du centre en haut en bas d'un clin d'œil, et il est tout aussi sérieux dans chacune de ses positions diamétralement opposées. Larry, pensez-vous que Donald Trump... nous voyons d'une certaine manière des signes positifs et négatifs. Je pense que d'après ce qui se passe en ce moment, Donald Trump se vante un peu de ce qu'il a fait. Il en parle même. Il essaie de tirer des points de ce qui s'est passé avec le pipeline entre la Russie et l'Allemagne. Il dit c'est moi qui ai mis fin au pipeline. Et pensez-vous que ce genre de vantardise et la manière dont il parle de la situation prépare d'une certaine façon les positions de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et son administration, si ces derniers veulent conclure un accord avec la Russie? C'est pour cela qu'il parle ainsi? Ou bien il parle juste, comme toujours depuis son élection, on observe ce comportement, et rien n'a vraiment été traduit entre les États-Unis et la Russie. Mais comment voyez-vous la situation maintenant? Il n'y a pas longtemps, Nema, même si j'ai fait quelques tentatives, même dans votre émission, j'ai cessé d'essayer d'interpréter ce que Donald Trump veut dire ou ce qu'il va faire, parce qu'il est tellement mercuriel et vide dans bien des cas, qu'il devient presque impossible de prédire quoi que ce soit. Je dirais quand même que certaines réalités apparaissent ici, des réalités dures. Et la première, c'est le scandale Epstein, qui le fait vraiment paniquer, probablement pour la première fois depuis son élection précédente. Il est véritablement effrayé de ce qui sort d'Epstein et de ce qui promet de sortir encore. La deuxième chose qui le préoccupe vraiment, c'est l'économie. Je ne pense pas qu'il reçoive, même de ses plus fidèles alliés, tout l'optimisme qu'il semble dégager. Je pense qu'il y a des gens dans l'administration qui lui font part de questions sérieuses. Par exemple, d'ici Noël, peut-être plus tôt, nous pourrions être impliqués dans une nouvelle crise du logement qui ressemblerait exactement à celle de 2008. Et encore, le peuple américain pourrait être assez en colère à cause de ce qui va se passer entre maintenant et peut-être Thanksgiving, en termes d'augmentation des prix et de leur niveau de vie déjà en chute libre. J'ai mentionné cela hier à False Church, notre petit journal, le False Church News Press, qui n'a jamais eu de critique sur False Church et que je lis depuis 35 ans. Nema avait un article en première page poursuivi en page 4 sur le développement des restaurants, phénoménal à False Church, avec de nouvelles chambres, de nouveaux condos, de nouveaux immeubles. Et les gens n'y vont pas. Ils ne dépensent pas leurs revenus dans ces restaurants et lieux similaires parce qu'ils n'ont pas le revenu disponible qu'ils avaient il y a 6 mois. Certainement pas ce qu'ils avaient il y a 1 an ou 1 an et demi. L'économie va montrer de plus en plus que les décisions de Donald Trump
ont été catastrophiques. Tout cela commence à le toucher. Regardez ce qu'il vient de faire à Washington, D.C., où, vous savez, à 15 km de chez moi, il a maintenant des agents du FBI patrouillant la nuit dans les rues. Je pense qu'il en a mis 100. Il a maintenant réquisitionné ou va réquisitionner la garde nationale de D.C. Je pense qu'il peut le faire pendant 30 jours, selon les règles, ou peut-être un peu plus longtemps. Et il va les utiliser. Si vous regardez le Washington Post et le New York Times ce matin sur le taux de criminalité à D.C., il a chuté ces 12 derniers mois, surtout le taux de meurtre. Et il se situe parmi les autres grandes villes et bat même certaines d'entre elles. Il bat Houston, Texas, tout en creux. Il est comparable à Detroit, peut-être un peu mieux, mais néanmoins ses commentaires sur D.C. comme ville criminelle sont juste absurdes. Les deux journaux le montrent bien. Mais il va mettre tous ces gens dans les rues de D.C. parce que, et je ressens parfois la même chose, D.C. est une ville sale, dit-il, et quand les gens visitent ici, ils voient cela. Eh bien, il n'a évidemment pas été à New York récemment, ni à Detroit, Houston ou toute autre grande ville. Tout cela pour dire qu'il concentre son attention sur ces petites choses qui ne devraient même pas relever du portefeuille d'un président. Certainement pas le district de Columbia, dans le sens où il a placé là parce qu'il est acculé. Il est sous pression actuellement et fera tout pour détourner l'attention des mauvaises nouvelles le concernant, surtout auprès de ses partisans MAGA. Si vous avez vu ou regardé une partie de cette réunion publique, ce congrès du Missouri, j'ai oublié son nom, mais il y en avait une hier, l'avant-veille, et ils l'ont presque dévoré. Il s'est fâché contre ses propres électeurs et a commencé à leur dire « Non, vous ne devriez pas avoir de soins de santé. Vous ne devriez pas avoir de soins de santé. » Vous savez, il disait « Eh, ne devrions-nous pas avoir Medicare? Est-ce que Medicare ne devrait pas être universel? » Et il parlait de l'Europe et d'autres pays qui l'ont. Donc tout cela pour dire que cette réunion en Alaska, long prélude à cela. Mais cette réunion en Alaska, comme je l'ai dit récemment, je pense que c'est quelque chose que Trump a conçu, non seulement pour faire ce que je viens de dire de manière importante, attirer l'attention sur d'autres sujets, mais, comme je l'ai dit aussi, je pense qu'il y a 20% de chances qu'elle ne se tienne pas du tout, qu'elle soit annulée avant que nous y soyons. Et je sais que c'est imminent. Il y a 30% de chances que ça se termine juste en flop. Et je mettrai les 50% restants sur la dépendance de Poutine, de Trump et de Zelensky. Un succès raisonnable, sinon ultime. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, d'abord parce que je pense que Trump doit avoir un certain souci de comment il va tirer quoi que ce soit de cette réunion. Il doit simplement avoir ce souci. Ensuite, Vance continue de dire que Zelensky sera là. Donc, je vois cette possibilité que Trump utilise cela à la dernière minute pour dire que Zelensky devait venir et que Poutine refuse qu'il vienne. Donc, il annule la réunion. Et ensuite, il se rabat dramatiquement du côté de Zelensky plutôt que de Poutine. Est-ce que ça a vraiment cette chance? Et je dis 50%. Je n'essaie pas de faire le mathématicien, mais il y a une chance possible que cela réussisse. Mais cette chance n'existe que si Trump écoute et que les mots restent en tête. Parce que Poutine est venu avec deux exigences fondamentales. La première, c'est que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, cette exigence, réfléchissez-y un instant. Mettez-la à côté du fait que nous essayons de ramener la Géorgie dans le giron. Nous essayons de renverser le gouvernement actuel et de mettre en place l'autre gouvernement qui vient à peine de perdre. Ce gouvernement, celui qui est dehors, est favorable à l'OTAN et à des relations solides avec l'Union européenne. Et donc, il sera antithétique aux souhaits de Moscou. Le gouvernement en place actuellement cherche l'équilibre. Il veut l'équilibre entre les deux parties, l'Union européenne, l'OTAN, Washington et Moscou. Un gouvernement intelligent. Nous essayons de le renverser. Nous opérons aussi, comme vous l'avez vu, dans les caucus plus au sud, en Arménie et en Azerbaïdjan. Nous continuons aussi à opérer en Iran. Nous voulons... Ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie de relancer la guerre contre l'Iran, mais je pense que c'est inévitable. Donc,
Nous regardons la possibilité que toutes ces choses viennent gêner ces discussions et que Trump ne sache pas comment les gérer. Je n'ai aucun doute que Poutine saura comment s'y prendre, mais Trump, lui, ne saura pas comment faire. Mais s'il écoute Poutine et prend en compte ce que Poutine dit et qu'il a déjà pris sa décision, je pense qu'il y a 60-40% de chances qu'il considère que Zelensky ne doit pas être pris en compte et qu'il puisse conclure cet accord avec Poutine. Ils ne vont pas le rendre public. Aucun des deux ne le rendra public. Poutine n'en parlera même pas, je ne pense pas. Mais ils vont mettre Zelensky de côté, et ensuite ils vont parler sérieusement. Maintenant, que pourrait-il se passer? Et une chose que Vance, je sais que je m'étends, mais une chose que Vance pourrait faire ici, c'est préparer à la fois Poutine et Trump pour qu'ils disent catégoriquement, juste avant la réunion, que Zelensky ne viendra pas, qu'il ne sera pas là, et en faire une déclaration dramatique. Et c'est un prélude à Trump disant à Zelensky essentiellement plus de guerre, plus d'argent, plus d'armes, et mettre en place tout cela pour ce qui pourrait être un jour quelque peu positif. Tout cela pour dire que c'est extrêmement difficile d'évaluer ce qui va ressortir de cette réunion, parce qu'à ce jour, Trump a été absolument incompétent, absolument son pire ennemi, et adopte l'attitude de ne pas comprendre que cette guerre ne concerne pas l'Ukraine. Elle concerne la sécurité de la Russie et la menace que représente l'OTAN pour cette sécurité. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Sauf que l'Ukraine est actuellement le principal instrument de cette insécurité. Mais vous avez les Balkans et Donaïu. Vous avez ce qui se passe dans le Caucase, en Géorgie et plus au sud. Et vous avez ce qui se passe avec l'Iran et la reprise inévitable de la guerre par Netanyahou. Tout cela représente une menace pour Moscou. Donc même si vous résolvez ce problème particulier en Europe, vous avez tout le reste du désordre. Et s'ils ne veulent pas en parler et élever cette réunion pour qu'elle devienne principalement une discussion sur une nouvelle architecture de sécurité européenne et ouest-asiatique, prenant en compte les considérations russes et les traitant, ce ne sera qu'une tempête dans un verre d'eau. Vous savez, nous n'obtiendrons rien de durable et conséquent. Et cela élèverait finalement la discussion vers le problème le plus sérieux auquel nous faisons face à court terme. Les armes nucléaires. Et Poutine l'a montré, et Xi Jinping a également indiqué qu'ils sont prêts à gérer cela. C'est la question la plus sérieuse à laquelle Trump doit faire face. Imaginez Trump mettant tout cela dans sa tête. Imaginez-le gérer toutes ces choses en même temps lors de cette réunion en Alaska, ou du moins commencer la discussion. C'est trop difficile pour moi, c'est trop dur pour moi. Je veux dire, si je mettais Jim Baker dans cet environnement, ou certains de H.W. Bush, H.W. Bush était un diplomate superbe. Il faisait la majeure partie de sa diplomatie par téléphone. Il aurait des appels téléphoniques de 2 heures avec Helmut Kohl et Frank Yuan. Il était au téléphone et faisait de la diplomatie. Et vous savez, quand vous faites cela dans une langue que vous ne comprenez pas, ça prend 2 fois plus de temps. Mais il était très patient, très prudent. La prudence était son second prénom. Il aurait dû s'appeler George Herbert Walker Prudent Bush. Nous n'avons personne comme ça, et certainement pas Trump. Donc je soupçonne, je sais que Sergei Lavrov est comme ça. Je sais que Wang Yi est comme ça. Je pense que je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense que Poutine est comme ça. Mais vous savez, ce n'est que la moitié de l'équation. Il faut quelqu'un de l'autre côté qui soit pareil. Et je ne vois tout simplement pas Trump être cet homme. Larry, quand je regarde ce que Donald Trump a dit, il semble d'une certaine manière que l'on puisse en ressentir quelque chose de positif. Voici ce qu'il a dit. J'aurai une réunion la semaine prochaine. J'avais une excellente relation avec lui, considérant le fait que, vous savez, je n'ai pas été sympa avec lui à cause du pipeline. J'ai arrêté le pipeline. J'ai aussi donné les javelins. Vous avez déjà entendu parler d'un javelin? Un javelin est appelé un tank buster. Ils disent qu'Obama en a donné, et moi j'ai donné des javelins. Donc, il a arrêté le pipeline, hein? C'est la guerre de Biden. C'est la guerre de Biden, mais j'ai arrêté le pipeline. Désolé. Vous savez, c'est bien. Vous savez ce qui est incroyable pour moi? Il se vante de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait le pipeline.
Pendant l'administration Biden, c'est lui qui a lancé tout ça. On peut dire qu'il a en quelque sorte aidé l'Ukraine à escalader, mais il n'était pas derrière le pipeline et il essaie de s'en vanter. Quel est le signe de cela? Parce qu'il a dit « Je suis le plus dur contre Poutine. Vous ne pouvez pas m'appeler le pantin de Poutine. » Il me semble que c'est une façon de se préparer, de se mettre une sorte de bouclier. Exactement. Je regardais le visage de X par-dessus son épaule droite. Je regardais le visage de Pete X. Il avait l'air de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire ensuite ?» Et c'est quelque chose que Egat devrait dire. Oui, vous avez raison. Il déploie ces petites déclarations idiotes avec une certaine raison. Et cette raison est de protéger son arrière-train. Parce qu'il sait qu'il va être confronté à l'un des hommes les plus intelligents du monde. Certainement l'un des dirigeants les plus intelligents du monde. Nous savons qu'il y a beaucoup de pression, Larry, sur Poutine et Trump avant la réunion. Considérant toutes les difficultés et pressions avant la réunion, que pouvons-nous supposer comme résultat viable de cette rencontre? Que veulent les États-Unis? Que veut la Russie? Et dans quelle mesure une discussion de ce type pourrait-elle atteindre quelque chose? Encore une fois, je reviens à mon tiers. Ce ne serait pas un tiers complet pour chacun, mais je pense que nous n'obtenons rien. D'accord? Si la réunion a lieu, je pense que nous n'obtenons rien et nous sortons juste de là en nous regardant, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, il y a la possibilité que Trump mette la pression sur Zelensky, résultat positif. Ils conviennent tous les deux que Zelensky doit partir, et ensuite, ils trouvent ensemble une méthodologie pour que cela se produise. Je peux proposer quelques méthodologies. Certaines impliqueraient la CIA, le MI6, le Mossad, probablement d'autres. D'autres consisteraient simplement à ce que les deux hommes émettent une déclaration diplomatique à son intention. C'est réglé. Il faut changer le gouvernement. Comment vous le faites? C'est à vous de décider, mais il faut changer le gouvernement et ils s'accordent tous les deux ou quelque chose dans ce genre. L'autre élément positif qui pourrait ressortir de la réunion, c'est ce que j'ai dit être le plus important. Imaginez qu'ils sortent, et que Poutine sorte également, et qu'ils émettent un communiqué conjoint, une déclaration conjointe, disant que le président et moi, les deux présidents. Oui, nous avons convenu que l'Ukraine est un problème important, mais gérable, et nous avons décidé comment le gérer ensemble, et de ne pas aller plus loin que cela. Laissez les gens poser des questions, et ensuite, plus important encore, nous avons convenu de travailler assidûment entre maintenant et février pour. Nous allons renouveler le traité sur les armes nucléaires le plus important, en fait, le seul traité sur les armes nucléaires dans le monde, et nous allons inviter Xi Jinping à nous rejoindre. Nous le faisons en espérant qu'il comprendra ce que nous faisons, qu'il sera inspiré à ne pas gaspiller de l'argent pour développer des armes nucléaires et rendre le monde plus dangereux. Nous serons tous impliqués dans les discussions qui suivront, et de cela découlera aussi une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe. Et si j'étais président des États-Unis, je dirais à la presse dans ce communiqué conjoint que l'OTAN n'ira pas plus au sud ni à l'est. Point final. J'ai convenu avec Vladimir Poutine que c'était le cas. Ensuite, Poutine ferait des commentaires compatibles avec ce type d'accord et pourrait ajouter les siens. Nous avons un plan pour intégrer le Pakistan et l'Inde également, et le président et moi allons continuer à en discuter. Prenez tout le projecteur. L'Ukraine est réglée. C'est fini pour l'Ukraine. Et ensuite, répondez aux questions, et quand ils demanderont « Que s'est-il passé avec l'Ukraine ?» Nous avons décidé que la guerre en Ukraine va se terminer. Nous avons tous deux décidé qu'elle va se terminer. Ne donnez pas plus de détails. Concentrez-vous sur la vision globale. C'est ainsi que je procéderai. Comment voyez-vous le gouvernement britannique et les Européens réagir à ce scénario? Je les vois être consternés un petit moment. Mais si Trump le fait et leur fait croire qu'il va le faire, et qu'il va respecter tout ce que lui et Poutine ont déclaré, je ne peux pas imaginer qu'ils protestent de manière significative. Parce qu'après tout, si nous ne maîtrisons pas ces armes nucléaires, elles deviendront le théâtre des premières explosions. Oui. Et Larry, quand on parle des Européens, en réalité, à ma connaissance, nous ne parlons pas littéralement des Européens.
Nous parlons de l'État profond aux États-Unis et de leur connexion, parce que les Européens sont d'une certaine manière liés à l'État profond aux États-Unis. Je pense que Donald Trump essaie de se présenter comme le plus important, le plus dur contre Vlad, qu'il va négocier et être ferme avec Vladimir Poutine. En arrivant à l'état d'esprit de Donald Trump lui-même, pense-t-il vraiment pouvoir y arriver, Larry? Parce que vous devez croire en quelque chose avant d'aller à la réunion. Oui. Et quand vous dites l'État profond en Europe, je pense immédiatement à Frédéric Miritz, parce qu'il était PDG de BlackRock, la partie la plus profonde de l'État profond. Vous avez raison. Mais je pense qu'un changement dramatique dans l'atmosphère, comme pourrait le produire l'Alaska, les mettrait sur la défensive. Regardez qui est l'un des plus grands représentants. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Mais l'un des plus grands représentants de l'État profond est Lindsey Graham. C'est un gars du Sud, un représentant de là-bas, mais c'est un représentant. Cette interview n'était pas celle du Lindsey Graham d'avant. Cette interview montrait un Lindsey Graham plus posé et pas aussi belliqueux. Oui, donc vous savez peut-être qu'ils sont sur la défensive et que vos annonces depuis l'Alaska les ont encore plus remis sur la défensive. À mon avis, la seule manière de gérer ce groupe de personnes, je sais qu'ils sont puissants et qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est de leur faire face directement, d'être courageux, intelligent et audacieux. Quel est le pire qui puisse vous arriver? Ils pourraient vous tirer dessus comme ils l'ont fait avec JFK. Eh bien, c'est le risque du jeu. C'est le risque d'être président des États-Unis. Pensez-vous que la Russie, Larry, négocierait sur le Donbass, sur Donetsk et ces régions déjà sous contrôle russe? Elles font partie de la Russie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que Poutine est honnête et je pense qu'ils étaient probablement, comme en Crimée, en toute honnêteté, j'ai quelques contacts qui ont vécu en Crimée pendant plusieurs années et ils disent que les élections là-bas étaient plutôt transparentes. Et je crois que nous avions des observateurs. Je ne sais pas si nous l'Empire, mais je crois que l'OCE, les Européens, je mélange mes acronymes maintenant, mon esprit fatigue, mais je crois qu'ils avaient des observateurs, et il y avait peut-être des Finlandais ou d'autres qui observaient, et ils ont dit que c'était une élection assez juste, autant qu'ils pouvaient le juger. Et c'était plutôt élevé pour la Russie. Maintenant, d'après mes discussions avec des gens là-bas, vous savez, ils ont des préoccupations comme tout le monde, mais malgré tout, la majorité aurait probablement voté pour la Russie. Je crois que c'est probablement vrai, comme le dit Poutine et comme l'a dit Lavrov dans ses oblasts. Et nous verrons, parce qu'une partie de l'accord pourrait être que pendant 5 ans, 6 ans, peu importe, ils tiennent des référendums pour s'assurer que c'est toujours le cas, avec des observateurs impartiaux, que ce soit de l'ONU, de l'OCE ou d'ailleurs, peut-être même de nous. Mais je crois qu'il va rester ferme sur 2 points. Pas de l'OTAN et j'ai ce que je veux et je ne céderai pas un seul pouce. Voici le point crucial. Vous savez ce que j'ai dit l'autre jour? Si j'étais un amiral de la marine russe, je dirais à Poutine, tu dois prendre Odessa. Et Poutine dirait probablement, je ne veux pas de cette ville remplie de mafias et de criminels. Je ne la veux pas. Et eux disent, si, tu la veux. Maintenant, Poutine pourrait probablement passer outre, mais il se serait fait un ennemi dans la marine russe parce qu'ils veulent Odessa. Et je ne les blâme pas. Je veux dire, je suis un professionnel militaire. Si j'étais dans la marine russe, je voudrais Odessa aussi, parce que les États-Unis utilisent la mer Noire avec l'accord de la Turquie comme si c'était leur étang. Et si vous avez Odessa, Sébastopol, et j'oublie le nom de l'autre port à l'est. Si vous possédez ces 3 ports sur le pourtour nord de la mer Noire, vous avez atteint un des objectifs des grands tsars du jeu impérial russe. Vous contrôlez la mer Noire. Oui, s'ils prennent Odessa, cela leur donnera beaucoup de leviers, à court ou long terme. Ce serait énorme. Et c'est un autre point que vous pourriez avancer. Cela pourrait être un levier tactique, c'est-à-dire qu'ils pourraient le prendre et ensuite le céder lors de discussions ultérieures si les choses ne se règlent pas, ou ils pourraient le garder pour un levier maximal. Et au diable. Poutine est prêt à dire, je crois, d'accord, je pars, je vais construire un mur. Oh Israël, viens ici en Ukraine,
je veux que tu construises un mur. Israël le ferait immédiatement s'il pouvait. Ils sont trop pressés maintenant. Mais construisez un mur et je garderai tout, y compris Odessa. Tout est à moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez de l'autre côté. Ne traversez pas ce mur. Si vous traversez ce mur, je vous tuerai. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. La partie occidentale de l'Ukraine ressemble au cerveau pour le corps, car la connexion est très importante. C'est notre seul accès réel à la mer. Oui, le cœur, j'imagine, est la partie orientale de l'Ukraine maintenant aux mains des Russes, et le cerveau serait Odessa. Si la Russie veut une région calme et sécurisée, considérant le territoire ukrainien, la partie occidentale de l'Ukraine. Oui. Ils ne pourront pas faire grand-chose. Peut-être réagir à des actes terroristes, mais ça ne changera rien. Et puis vous avez les parties de l'Ukraine avec Odessa comme port qui sont économiquement dynamiques. Et vous avez les parties de l'Ukraine qui dépendent de l'UE pour le transport de leurs produits agricoles et céréaliers, suppliant l'UE, et l'UE disant « hors de question, vous nous faites concurrence, nous allons vous exclure ». Ah, parce qu'ils n'ont pas de port. Non. Et leur dépendance à la Russie, à Odessa, aux mains des Russes. Exactement. La raison est la raison seule pour apporter une certaine stabilité à la région. Cela pourrait. Cela pourrait si les deux parties devaient travailler ensemble. Vous avez raison. Parce qu'en ce moment, d'après ce qui se passe à Odessa, nous savons que beaucoup d'agents britanniques sont là et font beaucoup de travail à Odessa et à Nikol. Alan F., oui, Alan F., dans l'un de ses livres, je crois que c'était celui sur les années juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne me souviens plus du nom du livre, mais il parle d'Odessa dans presque tous ses ouvrages, mais il parle de la mafia, des gangs, il parle de la gestion des ports, des quais et de l'arrivée de cargaisons illicites et de leur départ. Rien de tout cela ne va changer. C'est un mode de vie là-bas. Mais ce que vous dites, c'est que s'ils trouvent un compromis, ce compromis favoriserait de meilleures relations parce que les deux parties en auraient besoin. Voici ma préoccupation, Nema. Si vous regardez l'histoire, même récente, et par là, je veux dire depuis le début des années 1900 jusqu'au début des années 1800, vous comprenez que ceux qui ont été incroyablement indépendants de toute entité nationale ou gouvernementale dans leurs actions militaires, les partisans, si vous voulez. Pensez à Tito et à la Yougoslavie. Pensez aux nazis qui ont envoyé 40, 50 000 soldats pour qu'ils meurent ou soient capturés, puis en ont envoyé d'autres et encore d'autres. Les partisans les plus féroces étaient parfois les Ukrainiens. Et donc, ce que je vois, et c'est pas seulement les types Banderas, c'est juste, il me semble, en tout cas à moi, à travers l'histoire, qu'ils ont été de très très bons guérilleros, et ils n'ont pas nécessairement une affiliation nationale lorsqu'ils font la guérilla. Maintenant, ils se rallient à Kiev ou à n'importe quoi d'autre. Donc vous avez ce problème constamment si rien n'est fait à ce sujet. Autrement dit, ce que j'ai dit avant, c'est s'il y avait la paix et une ligne de cette paix, que ce soit une zone démilitarisée ou autre, ce seraient les Ukrainiens qui la perturberaient, pas les Russes. Les Russes seraient contents de ce qu'ils ont et garderaient ce qu'ils ont. Mais les Ukrainiens perturberaient constamment tout. Et c'est ce qui se passait de 2002 à 2014 et au-delà. Les Ukrainiens étaient le problème, pas les Russes. Et l'une des raisons pour lesquelles Poutine a lancé l'opération militaire spéciale était justement cela. Parce que nous les aidions à faire ça. Et nous savions très bien que nous les aidions à faire ça. Nous essayons de déstabiliser la Russie, même sans que la Russie soit engagée dans une guerre conventionnelle, en Ukraine.
Donc je m'inquiète des Ukrainiens à l'avenir concernant la perturbation de la paix, si vous voulez, bien plus que je ne m'inquiète des Russes. Ces discussions sur la Russie qui avanceraient en Lituanie ou en Estonie ou ailleurs, c'est juste n'importe quoi. Poutine l'a clairement dit aussi. Donc votre point sur Odessa est bien pris. Si cela pouvait créer une sorte d'amitié basée sur le pouvoir économique, ce serait formidable. Je ne dis pas que ça se propagerait au nord, mais au moins ce serait une zone où ils coopéreraient pour le bénéfice des deux parties. Je pense que ce qui se passe dans le Caucase du Sud, en Azerbaïdjan et en Arménie, est une sorte d'opportunité pour la Russie dans les prochaines discussions entre la Russie et les États-Unis. Parce que, vous savez, supposons que vous laissiez Odessa entre les mains des Ukrainiens, ce qui serait ce que nous savons, comment pourrait-il manipuler la situation à Odessa pour créer de nouvelles menaces envers la Russie? Oui, pensez-vous que... Voyez-vous la capacité de la Russie à apprendre de ce qui se passe dans le Caucase du Sud? Parce que c'est quelque chose de similaire, vous savez, c'est dans le voisinage. Eh bien, et Odessa, si elle reste entre les mains des Britanniques, je suppose, parce que je ne vois pas les États-Unis sous l'administration Trump être très impliqués à Odessa, mais les Britanniques et les personnes qui gèrent, à mon avis, la situation en Ukraine, sont intéressés par cela. Nous n'arriverons jamais à faire partir la CIA non plus. Je veux dire, MI6, CIA et MI6 sont comme ça maintenant. Ils sont comme un triumvirat. Pour votre point, ou moi, Poutine, je suis au point 3 de mon agenda en Alaska. Monsieur le Président, je sais que vous voulez le prix Nobel de la paix, et je sais que vous voulez le crédit pour avoir arrêté toutes sortes de guerres dans le monde, et que Dieu vous bénisse si vous arrêtez celle-ci. Mais que faites-vous là-bas? Et pensez-vous que c'est dans mon intérêt ce que vous faites là-bas? Je ne le pense pas. Essayez-vous de relancer une autre Ukraine? Oh, au fait, vous savez, je pensais avoir fait mon point avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie. Je pensais avoir fait mon point. Vous essayez de renverser ce gouvernement à Tbilissi aussi? Qu'est-ce que... Oh! Et que voulait dire ce général à propos de Königsberg, là-bas, sur la Baltique? Oh! Et d'ailleurs, pourquoi essayez-vous de me tenir à l'écart du Conseil arctique? Et pourquoi êtes-vous si catégorique sur le fait que la Chine ne doit pas être une puissance arctique? Ils sont la première puissance économique du monde. Désolé, Monsieur Trump. Ils le sont. Ils devraient avoir accès à l'Arctique aussi. Et si nous devons les aider à le faire, nous le ferons. Pourquoi faites-vous cela? Oh, et laissez-moi vous parler aussi de l'Iran et de ce monstre là-bas. Il ne dirait probablement pas cela parce qu'il a maintenant trop de Russes israéliens, mais je lui ferai au moins savoir que je pense que Netanyahou avait totalement tort. Pourquoi soutenez-vous ce type de la manière dont vous le soutenez aussi? Parce que c'est extrêmement déstabilisant là-bas. Vous déstabilisez le Liban, vous déstabilisez la Syrie, et vous envisagez certainement une guerre renouvelée avec l'Iran. Je soulèverais toutes ces questions si j'étais Poutine. Peut-être que cela dépasserait la capacité de Trump à comprendre, mais voyons, vous avez une réunion? Il faut mettre certaines choses au clair. Oui, Karl, vous avez mentionné la situation avec Naftali, que vous avez préparé Vladimir Poutine à aborder. Voici ce qu'a dit Naftali au sujet du New York Times. New York Times a en quelque sorte, ils ont beaucoup aidé, mais il semble qu'ils ne soient pas satisfaits après tout. Eh bien, le New York Times est dirigé par Netanyahou, au moins depuis les 2 dernières années. Malheureusement, le New York Times et les autres, le New York Times devrait être poursuivi. Je vérifie actuellement si un pays peut poursuivre le New York Times et je vérifie cela maintenant parce que je pense que c'est une désinformation claire. Je veux dire vous montrer une photo d'un enfant censé représenter tous ces enfants soi-disant affamés, mais ils mettent dans cette photo un enfant atteint de paralysie cérébrale. Puis ils prennent une autre photo ailleurs dans d'autres médias, un enfant atteint de fibrose kystique. Cela n'a rien à voir avec la famine. Ou un autre enfant que nous avons réellement envoyé en Italie pour être soigné. Et Israël est accusé, mais vous pouvez quand même voir qu'il y a de la souffrance. Oui. Oh, il ne peut pas voir leur souffrance. Que pense ce journaliste?
que Benjamin Netanyahou peut voir leur souffrance. Avez-vous entendu ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit que s'il avait voulu un génocide, il aurait pu l'accomplir en un jour. Non, il a en fait dit que la seule façon de faire ça serait de larguer 2 ou 3 armes nucléaires sur Gaza. Puis il a ajouté, « Si j'étais en train de faire mourir de faim des gens, je l'aurais fait en un mois et ils seraient tous morts de faim. » Cet homme a perdu la raison. Voici ce qu'il a dit. Quel est son plan pour Gaza, Larry? Il parle de capturer Gaza. Il parle de libérer Gaza. Occuper Gaza. Notre objectif est de libérer Gaza, la libérer des terroristes du Hamas. La guerre pourrait se terminer demain, si Gaza, ou plutôt si le Hamas, dépose les armes et libère tous les otages restants. Gaza sera démilitarisée. Israël aura la responsabilité sécuritaire principale. Une zone de sécurité sera établie à la frontière de Gaza avec Israël pour prévenir de futures incursions terroristes. Une administration civile sera mise en place à Gaza, qui cherchera à vivre en paix avec Israël. Voilà notre plan pour le jour d'après Gaza. Et laissez-moi résumer. Laissez-moi juste résumer pour conclure la guerre. 1. Le Hamas désarmé. 2. Tous les otages libérés. 3. Gaza démilitarisé. 4. Israël a le contrôle sécuritaire principal. 5. Administration civile pacifique non israélienne. Par là, je veux dire une administration civile qui n'instruit pas ses enfants pour le terrorisme et ne paie pas de terroristes. Il a toujours un schéma. Il doit avoir un schéma. Il était l'un de ceux qui payaient des terroristes. Et il a ce schéma affiché parce qu'il sait que son auditoire ne peut pas lire ou comprendre ce qu'il dit. J'allais au briefing militaire comme ça. Vous savez, pourquoi avoir un schéma et lire à partir de lui? Vous pensez que je ne peux pas lire? Colin Powell détestait ça aussi. Il disait au lieutenant-colonel ou au général de brigade, « Ne lisez pas votre schéma, je peux lire. » Oui, nous faisons pareil d'ailleurs quand quelqu'un vient défendre sa thèse. On ne lit pas sa présentation. Larry, le point, à mon avis, c'est la façon dont Netanyahou essaie de montrer qu'ils veulent libérer Gaza. Que s'est-il passé en Syrie? Que se passe-t-il au Liban? Ils attaquent le Liban. Ils attaquent la Syrie. Il n'y a pas de Bachar al-Assad en Syrie. Mais ce qui se passe à Gaza, Nema, c'est que les forces israéliennes sont en train d'être défaites. En fait, je dirais que l'IDF est déjà vaincu. Et ce qu'il va constater, Arik Sharon, Ariel Sharon, mais il l'appelait Arik, a constaté. La raison pour laquelle il s'est retiré de Gaza, c'est parce qu'il a constaté que rester à Gaza était mortel. Absolument mortel. Parce qu'il n'a pas vaincu le Hamas. Et si Israël reste à Gaza en force militaire, c'est la fin de l'IDF. Sharon le savait. C'est pourquoi Sharon a évacué. Si Israël reste, c'est la fin de l'IDF. Et ce n'est certainement pas la fin du Hamas. Il n'a pas atteint son objectif stratégique numéro 1. Il n'a pas réussi. Donc il doit détourner beaucoup de préoccupations, comme vers la Syrie, le Liban et éventuellement l'Iran. Et voici le pire. Nous allons retourner en guerre avec l'Iran. Je pense que Trita Parsi a raison. Si vous lisez son article, nous allons retourner en guerre. Et il va compter sur le fait que Donald Trump sera prêt à l'aider massivement, parce qu'il va être écrasé. Il va être en guerre sur plusieurs fronts avec une armée épuisée, un inventaire d'armes et de systèmes militaires réduit, un moral bas, des citoyens qui évacuent et votent avec leurs pieds, et un pays dont l'économie est totalement ruinée. Et il va aller en guerre avec l'Iran. Cet homme est un maniaque. Je veux dire, jusqu'ici, j'avais un certain respect pour le génie avec lequel il manipulait les médias, mentait, trichait et volait. Maintenant, je pense qu'il est fou. Et il voit que la seule façon de concrétiser son avenir, si vous voulez, c'est la guerre continue. Et il a totalement tort. Il va tout ruiner. Et il réalise ma prophétie beaucoup plus vite que je ne le pensais. Israël ne va pas s'en sortir. Ce ne sera certainement pas un État juif. Et je crains maintenant que ce ne soit aucune sorte d'entité, parce qu'il n'y aura personne pour la créer. Larry, pensez-vous que... Parce que s'ils veulent aller en guerre avec l'Iran, ils doivent être préparés. Et je ne vois pas cela arriver avec la situation actuelle d'Israël. Pensez-vous que les États-Unis faciliteraient ou aideraient dans les attaques initiales? Cela pourrait être un des freins dont Trita n'a pas parlé dans son article, et j'aurais aimé qu'il le fasse. Ce pourrait être un des freins à l'action israélienne.
Parce que nous sommes tellement épuisés maintenant. Nos stocks de types de systèmes d'armes et de munitions dont ils ont besoin, et ce que nous avons fait en Ukraine, nous ont considérablement réduits. Et nous n'avons pas la base industrielle de défense pour produire rapidement une énorme quantité de munitions. Donc, le point de Trita, selon lequel cela se produira avant Noël, peut-être même avant Thanksgiving, pour que nous reprenions cette guerre, pourrait être vrai, basé sur la folie actuelle de Benjamin Netanyahou et sur la nature difficile de sa situation politique et de sa coalition. Mais en même temps, il doit penser, et j'espère que Pete Hegseth et d'autres le lui disent, que nous ne pouvons pas être là. Et si nous y sommes, nous ne serons pas là très longtemps, et probablement pas de manière suffisamment efficace pour le sortir du chaudron. Et je suis particulièrement inquiet de ce que l'Iran fera cette fois-ci. Je pense que Trita a raison ici. Ce que l'Iran fera cette fois-ci, c'est qu'ils ont tous les tests dont ils avaient besoin. Ils ont testé les systèmes, ils connaissent les systèmes. Je pense qu'ils ont plus ou moins égalé et peut-être dépassé le Mazint en matière de renseignements sur le champ de bataille. La balance penchait totalement dans l'autre sens avant, et c'était en grande partie parce qu'Israël préparait cela depuis tant d'années, utilisant des Afghans, des Azéris, tout ce qu'ils pouvaient obtenir et payant pour cela. Eh bien, les Iraniens ont rassemblé toutes ces personnes. Je pense qu'ils ont obtenu la plupart des informations, et maintenant la balance a basculé, je pense, au niveau du renseignement en faveur de l'Iran, ou au pire c'est désormais équilibré. Donc, ce ne sera pas le même genre d'attaque testée, et juste, ce sera une attaque massive sur Israël. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Israël va être détruit et Netanyahou va être assis là avec le doigt sur le bouton nucléaire. Cela m'inquiète profondément. J'espère que quelqu'un est là pour retenir son doigt, ou quoi que ce soit dans leur système. Après avoir étudié ce qu'ils ont fait dans les guerres précédentes, je ne pense pas qu'ils aient un système suffisamment fiable pour contrôler qui pourrait initier l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais sa déclaration sur « si j'avais voulu un génocide, j'aurais pu le faire en un jour » n'est pas réconfortante. Pas du tout. Vous voulez dire que vous auriez pu le faire seul, en un jour? Personne n'aurait été là pour vous freiner? Vraiment, monsieur le Premier ministre? Si c'est le cas, je suis plus effrayé de vous que jamais auparavant. Vous, Adolf Hitler incarné. Donc je veux dire, si nous en arrivons à ce point et qu'Israël disparaît essentiellement sous ses pieds et qu'il a encore quelques armes nucléaires, mauvaise nouvelle. Vous êtes en sourdine, cela a toujours été le cas avec l'Iran. Les Perses jouent aux échecs. Nous jouons aux dames. Maintenant, il se peut que le plateau de jeu soit corrompu par toutes les informations du Mazint et vous savez, les surprises, les attaques surprises, les assassinats et autres. Connaissez-vous un autre pays au XXe ou XXIe siècle qui a fait la guerre par assassinat? Qui a fait la guerre par attaque surprise? Qui a fait la guerre en tuant des femmes et des enfants quand il tuait les généraux? Qui a fait la guerre comme il la mène à Gaza actuellement? Connaissez-vous un autre pays au XXe ou XXIe siècle qui ait fait cela? À part Adolf Hitler. Je reviens toujours à son ordre. Vous savez, l'ai-je mentionné avant? L'ordre qu'Hitler a donné en août 1939 aux divisions de la mort, au régiment de la mort, au SS. Il a dit, citant Gengis Khan, ou se référant à Gengis Khan essentiellement, « Vous ne devez pas prendre de territoire. Vous ne devez pas prendre de ville ou de village. Ce n'est pas votre but. Votre but est d'exterminer le peuple polonais. Votre but est de tous les tuer. Tous les tuer. Pas de territoire, pas de frontières, pas de ville capturée. Votre but est de tuer les Polonais. » Cela aurait pu être écrit par Bibi Netanyahou à l'égard des Palestiniens. C'est la manière dont l'Iran a combattu Israël au fil du temps durant le conflit. Vous voyez le nombre de missiles, réduisant, envoyant d'anciens missiles pour reconnaître où se trouvent les systèmes de défense, puis frappant les cibles. Vous savez, c'était en quelque sorte un processus d'apprentissage pour les Iraniens et pour les Israéliens également. Mais le problème, c'est que l'Iran n'a pas besoin de survoler Israël pour faire cela. Ils restent simplement en place avec leurs missiles. Et l'Iran est immense.
En termes de population et de territoire, Israël est juste un tout petit pays et l'Iran peut faire beaucoup à Israël. L'autre chose, vous savez, même le New York Times, je ne devrais pas dire même le New York Times, et le Washington Post ainsi que d'autres ont relayé ces histoires sur des déclarations anodines, juste des phrases enterrées dans des paragraphes. Israël a la suprématie aérienne sur l'Iran. Savez-vous, des gens en Iran m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un avion israélien dans le ciel. Je sais que c'est un grand pays. Mais ces gens vivent dans des zones riches en cibles. Des zones où les armes ont frappé, mais ils n'ont jamais vu les avions les livrer. Ils n'ont pas vu les avions parce que les avions ne survolent pas le territoire iranien. Ils volent jusqu'à la frontière et larguent des munitions à distance. Je ne connais pas beaucoup de gens, mais quand des personnes à Shiraz, à Tabriz, à Qom, à Téhéran, certainement, et d'autres endroits en Iran où j'ai des contacts, me disent qu'ils n'ont jamais vu d'avion israélien dans le ciel. Je me pose vraiment des questions sur ces déclarations affirmant Israël a la suprématie aérienne sur l'Iran. Et pourtant, je les lis tout le temps dans les journaux américains et européens, et j'entends les journalistes dire cela aussi, qu'ils peuvent voler impunément où ils veulent, au-dessus de l'Iran. Donc je pense que c'est un autre mensonge. Et je pense, si jamais Israël répond, vous savez, si nous retournons en guerre et qu'Israël répond avec des avions qui décident soudainement qu'ils doivent survoler pour livrer leurs munitions de façon plus précise et efficace, ils vont se faire abattre. Peu importe les avions. F-16, F-15, F-35, ils vont être abattus. Et que ferons-nous quand nous aurons des pilotes israéliens paradant à Téhéran avec, vous savez, comme les otages l'ont fait pour Jerry Ford? Je veux dire, ce sont au moins mes inquiétudes. La vraie inquiétude, c'est qu'Israël se retrouve dans une situation existentielle et qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Je pense qu'il y a des gens au Pentagone qui comprennent cela. S'ils l'admettent et le transmettent à quelqu'un qui relayera ensuite le message à Trump, c'est une autre affaire. J'entends la même chose à propos de la communauté du renseignement. J'entends réellement que des gens disant la vérité, par exemple sur les pertes en Russie et en Ukraine, ont été réduits au silence. Réduits au silence par les plus hauts niveaux. Oui, et je n'ai aucun problème à le croire, car je sais que lorsque Ronald Reagan voulait sa montée en puissance, Bob Gates a menti effrontément depuis la CIA, disant que l'Union soviétique était énorme, alors que les vrais analystes au sein de la CIA prévoyaient que l'Union soviétique s'effondrerait en 8 à 10 ans, ce qui s'est produit. Donc Enema. Je suis le type qui écoutait les briefings sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et ensuite, en août, lors d'un briefing de février, puis en août encore, j'entends des gens qui étaient empêchés de me parler me dire qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de programme nucléaire actif. Ils doutaient sérieusement qu'il ait un programme d'armes chimiques. Ils pensaient que c'était au Soudan, vers Khartoum. Il les leur avait donnés pour qu'ils les conservent. Et certaines étaient en Syrie, et qu'il n'avait pas de vrai programme pour les munitions conventionnelles qui violaient les sanctions et tout, parce qu'il avait tout arrêté. Donc, je veux dire, il y avait des gens, dans les profondeurs de la CIA et ailleurs, qui savaient que Saddam Hussein n'avait effectivement pas d'armes de destruction massive, mais on les a empêchés d'en informer, Colin Powell et moi.